Bonjour, chers étudiants. Dans cette semaine 9, on va parler encore de la théorie des graphes et on va voir exactement quelques algorithmes classiques liés à la théorie des graphes. Donc, je rappelle les deux algorithmes, algorithme de Prime et algorithme de Kruskal, qui sert à déterminer un arbre couvrant de poids minimal d'un graphe G. Et puis, on va voir l'algorithme de Dijkstra, donc il n'a pas le même but que les deux algorithmes de Prime et de Kruskal. On va voir le but de l'algorithme de Dijkstra et on va avoir le problème de coloration d'un graphe. Coloration d'un graphe, c'est-à-dire que je dois colorer les sommets avec une condition bien déterminée et on va voir l'algorithme de Welch-Powell. Donc, juste, je rappelle brièvement l'algorithme de Prime et l'algorithme de Kruskal, ça sert à déterminer pour un graphe non orienté connexe, un arbre couvrant minimal. Ici, un arbre, c'est-à-dire un graphe connexe qui n'a pas de cycle, donc acyclique. Un arbre couvrant, il dit minimal lorsque quoi? Lorsque la somme des arêtes, bien, la somme des poids des arêtes dans cet arbre est minimale. Donc, parce qu'on peut choisir plusieurs pour n'importe quel graphe, je peux avoir plusieurs arbres couvrants. Donc, on doit choisir l'arbre ayant un poids minimal. Donc, c'est un problème qu'on peut résoudre à l'aide de deux algorithmes, soit l'algorithme de Kruskal ou bien l'algorithme de Prime. L'idée générale de l'algorithme de Kruskal, c'est de trier les poids des arêtes, donc de poids de l'arête ayant un poids minimal jusqu'à le poids ayant un plus grand poids. Et puis on initialise l'arbre roté par tous les sommets et aucune arête. Et on répète, qu'est-ce qu'on répète exactement? À chaque fois, j'ajoute une arête dans le graphe T, l'arête qui possède un poids le plus petit puisqu'on a déjà trié donc les arêtes dans un ordre croissant. Donc à chaque fois j'ajoute une arête dans l'ordre toujours et il y a une seule condition, j'ajoute l'arête à condition qu'elle ne forme pas un cycle. Quand l'algorithme s'arrête, il y a plus d'arêtes. Donc, on a trouvé un nombre maximal. Si j'ajoute une autre arête, ça sera un arbre, ça sera un graphe avec cycle. Donc, on s'arrête là. Dans ce cas, je retourne le graphe T et donc j'en suis sûre que T est sans cycle et il est connexe, puisqu'on a commencé bien sûr par un graphe connexe. Donc ça, c'est l'algorithme de Kruskal et l'algorithme de Prime, c'est un autre algorithme mais qui a le même but que l'algorithme de Kruskal. C'est toujours, il donne un arbre couvrant un poids minimal, mais cette fois, euh, au début, il contient un seul sommet arbitrairement choisi, et puis à chaque itération, on ajoute un sommet et une arête. Donc, comment je choisis l'arête? Je choisis toujours l'arête ayant un poids minimal qui touche une extrémité de l'arbre qu'on est en train de construire. Et voilà, on s'arrête où? L'algorithme s'arrête dès que je touche tous les sommets. Donc, dès que je visite tous les sommets, dès que l'arbre que je suis en train de construire, il contient tous les sommets de G, je dois m'arrêter là. Voilà, donc juste pour voir plus de détails sur les deux algorithmes de Prime et Kruskal, je vous invite à voir la vidéo précédente. Dans cette semaine, donc, on s'intéresse à deux autres algorithmes, l'algorithme de Dijkstra. On va commencer par le but de cet algorithme. Il sert à faire quoi? Donc, il permet de calculer le plus court chemin d'un graphe toujours non orienté. Donc, j'ai beaucoup parlé dans ce chapitre théorie de graphe des graphes non orientés. Bien sûr, dans la première séance, j'ai parlé qu'il y a deux types de graphes, graphes orientés et graphes non orientés. Donc, après, je me suis intéressée aux graphes non orientés. C'est-à-dire, l'arête n'a pas de sens. Donc, je peux aller de sommet S1 vers le sommet S2 ou bien, suivant la même arête de S2 vers S1, c'est la même chose. Donc, ce sont pas des flèches les arêtes, ce sont pas des arcs, mais tout simplement des traits. Donc, cet algorithme de Dijkstra, il permet de déterminer le chemin ou bien la chaîne qui relie deux sommets donnés. Donc, dans l'entrée, j'ai besoin de deux sommets. Je cherche la chaîne qui relie le sommet SI par le sommet SJ et on veut bien que
la chaîne ou bien ce chemin soit le plus court possible. C'est-à-dire quoi le plus court possible? C'est-à-dire la poids est la plus petite possible. Donc ici encore, vous avez bien compris, je veux considérer des graphes pondérés. Pondérés, c'est-à-dire à chaque arête, on affecte un chiffre réel qui peut-être représente le coût ou bien la distance. Alors, l'algorithme est assez simple. On part du sommet source et on propage les distances. Donc, juste, on va commencer par un sommet, puisque par exemple, le problème, chercher le chemin le plus court entre le sommet S3 et le sommet S6, par exemple. Donc, notre chaîne commence par S3, on est sûr. Et on fait quoi? Et on va essayer de se propager vers le sommet but. Et on va faire des itérations. Donc, c'est un algorithme. À chaque itération, on choisit le sommet ayant la plus petite distance à la source. Donc, toujours, on a le sommet source. Et donc, on va se propager vers le sommet but, le sommet d'arrivée. Et à chaque fois, à chaque itération, je calcule la distance entre le sommet source et le sommet que je suis réellement euh, en train de l'étudier. Puisque ici, entre le sommet source et le sommet but, peut-être je veux passer par des autres sommets. Donc, à chaque fois, je passe d'un sommet à un autre, je calcule la distance à partir de la source. Alors, qu'est-ce qu'on aura besoin dans cet algorithme? D'un tableau visite juste pour visualiser euh, la- comment cet algorithme fonctionne. On a besoin d'un tableau visite pour noter les sommets qu'on a déjà visités de notre parcours, d'un tableau distance pour noter la distance à la source. On va à chaque fois noter la distance du sommet source vers le sommet qu'on est en train de visiter. Et d'un tableau parent pour noter d'où on vient et reconstituer le chemin la plus courte à la fin. Donc, bien sûr, on va voir ça sur un exemple pour mieux comprendre les choses. Voilà l'algorithme. Mais avant de donner l'algorithme avec les détails, les itérations, ainsi de suite, j'aimerais bien expliquer l'algorithme sur un exemple. Voilà l'exemple que je vais expliquer. L'algorithme sur ce graphe qui est pondéré. Vous voyez ici, j'ai noté le sommet S, T, E, L, M, N, ainsi de suite. Ici, le 8, par exemple, on peut voir 8, c'est la durée, par exemple, la durée pour passer du sommet S vers le sommet T ou bien de T vers S, par exemple, on va passer 8 minutes ou bien 8 heures, ce que vous voulez, avec notre unité. L'essentiel, il y a 8. L'arête TE, le poids de l'arête TE, c'est 4. Donc, ici, la durée, c'est 4. Ainsi de suite. Donc, chaque arête est affectée à un chiffre qui est positif et on peut voir ça comme la durée, par exemple. Le but maintenant, pardon, là, on va chercher le chemin le plus court menant de M à S. Donc, du sommet M, oui, M, le voilà, le sommet M, vers le sommet S. On peut par exemple considérer ce chemin de M à L et puis de L à S tout simplement. 7 plus 5, ça fait combien? 12. Donc, ce chemin est de quoi? 12. Ou bien, je considère ce chemin M vers N qui est 4, de poids 4, et puis M à S qui est 8, donc je fais la somme, c'est 12. Donc voilà, deux chemins dont le poids égale à 12. Et donc la question maintenant, est-ce qu'il y en a un chemin plus court? Par exemple, ici, si je fais de M à N, puis de M à L, puis de L à S. Voyons, je vais avoir 4 plus 2 qui est 6. 6 plus 5, ça fait 11. Donc, c'est plus court. Ainsi de suite. Donc, bien sûr, ici, je peux calculer la durée de tous les chemins parce que c'est simple, mais imaginez qu'on a un nombre très important des sommets, par exemple 100 sommets ou bien 1000 sommets avec des arêtes et tout ça, et on se demande le chemin le plus court. Donc, on a besoin d'un algorithme qui nous garantit euh, le chemin le plus court, menant d'un sommet vers un autre. Alors, on va commencer l'algorithme. Vous allez comprendre l'algorithme sur cet exemple. N'oubliez pas que le point de départ, c'est le point ou bien le sommet M et on veut arriver au sommet S. Donc, comment je peux commencer? Juste, je dresse le tableau qui contient tous les sommets. Ici, j'ai noté tous les sommets. Le point de départ,
Donc ici, je veux commencer le départ et puis je veux noter à chaque ligne, ça correspond à quoi le point minimal. Donc je commence par la première ligne. Dans la première ligne, j'ai noté, comme vous voyez, 0. Parce que la distance de M vers M, ça m'écoute 0 minutes. Donc voilà, j'écris 0. Et jusqu'à maintenant, j'ai pas calculé la distance de M à E, de M à L, de M à N, donc de M à S, de M à T. C'est l'initialisation. Donc de M vers M, c'est 0. Les autres, j'ai pas calculé la distance. Ça m'écoute combien de temps exactement. Donc c'est l'infini. Voilà, c'est l'initialisation. Maintenant, je veux passer à la deuxième ligne. Je veux remplir les cases dans cette deuxième ligne. Donc, je vais choisir la valeur minimale. Ici, la distance minimale, c'est bien sûr correspondant à ce point. Bon, et ça, ce sont des évidences. Maintenant, je vais écrire là le point M, le sommet M. La distance entre M et M, ça me coûte 0. Donc, je vais noter ça en rouge, 0, M. Regardez. Voilà, ça c'est 0 maintenant. J'écris M0, c'est-à-dire la distance entre M et M c'est 0. Et maintenant j'ai grisé ou bien désactivé les cases ici en dessous euh, de, de, de cette case-là parce que je veux pas revenir à M. Ça y est, j'ai parti de M, je veux pas revenir à M. J'ai trouvé euh, la distance la plus courte ou bien le chemin le plus court entre le sommet M et M. Autrement dit, hein, je dis juste, je vais expliquer pourquoi j'ai fait comme ça en rouge et les cases en gris, parce que ça y est, comme si je veux dire, j'ai trouvé le chemin le plus court du sommet M vers le sommet M. Donc, c'est grisé. Voilà le point M. Maintenant, je veux sortir de point M. Attendez. Je veux sortir de point M. De point M, je veux aller au sommet M, ça me coûte 4 minutes, ou bien au sommet L, ça me coûte 7 minutes, ou bien au sommet E, ça me coûte 10 minutes. Donc, je vais écrire ici, au sommet L, on a dit 7 minutes. Donc, je vais écrire 7. Au sommet E, je veux écrire 10. Et au sommet N, je veux écrire 4. Puisque je peux pas aller directement de M vers S ou bien de M vers T, donc je vais écrire l'infini, comme vous voyez là. Et ici, j'écris 10M. C'est-à-dire quoi 10M? C'est-à-dire de sommet E, bien sûr, toujours on calcule la durée à partir du sommet de départ. Notre but est de chercher un chemin de M vers S. Donc, le point de départ, c'est toujours garder ça dans la tête, c'est le point M. Donc, toujours les distances qu'on va noter dans ce tableau, c'est toujours à partir de point M. Donc, de M vers E, j'écris 10. De M vers N, j'écris 7. De M vers N, j'écris 4. Jusqu'à maintenant, de M vers S, donc jusqu'à maintenant, je ne sais pas, donc c'est l'infini. De M vers T, je ne sais pas, j'écris l'infini. Pourquoi je note grand M comme ça? Parce que c'est le chemin directement de M vers E, de M vers L, de M vers M. Maintenant, j'ai terminé cette ligne, je cherche la valeur minimale de cette ligne. Laquelle la valeur minimale? C'est 4. Donc, je vais noter, ça y est, j'ai trouvé le chemin le plus court du point de départ qui est M vers le sommet N, qui est 4. Donc ça y est, je note ça. Je vais écrire dans cette case N, entre parenthèses, 4. Autrement dit, la distance du point de départ vers le point N me coûte 4 minutes. Je veux mettre ça en rouge pour juste le mettre en valeur et je vais griser toutes les cases qui sont au-dessus, en dessous de cette case-là. Voilà, voilà, c'est bon. J'écris N4 pour dire la distance de M à N la plus courte de MN parce que je peux faire M, E, L, N, mais la distance la plus courte, c'est 4, on est sûr de ça. J'ai grisé les cases en dessous et je vais terminer cette ligne maintenant. Maintenant, je cherche de N, ça correspond de N vers E, de N vers L, de N vers S et de N vers T. D'accord? De N vers E, de N vers E. C'est l'infini, en principe, parce que je ne peux pas trouver une distance directement de n vers E. En principe, j'écris l'infini, mais là, c'est une distance plus petite que l'infini 10. J'ai déjà trouvé, j'ai trouvé une distance de m, de la source toujours vers E, directement que 10. Et 10 plus petit que l'infini, donc je veux garder le 10. Maintenant, je passe à cette case, de n vers L est égal à 2. Donc, je ne vais pas écrire 2 là, mais je vais écrire toute la durée, pardon. Ici, je vais écrire toute la durée du point de départ qui est M
qui passe par n et puis j'arrive à l. Donc ça fait 4 plus 2, donc je vais écrire là 6. Bon, je ne vais pas remplir ces cases grisées. Le S ici, est-ce que je peux aller de n vers S? Oui. Donc je veux calculer la distance, je crie ici la distance de point de départ qui est M vers S en passant par N. Donc 4 plus 8, ça fait combien? Ça fait 12. Donc ici, j'écris 12. Et 12 est plus petit que l'infini. Donc oui, je suis en train de minimiser. Donc je vais écrire la 12. Là, de N vers T, c'est l'infini. Donc je garde l'infini. Donc qu'est-ce que je vais écrire là? 10. Là, on a dit de N vers L. Donc 4 plus 2, ça fait 6. Est-ce que 6 est plus petit que 7? Oui. Donc je suis en train de minimiser. Je vais écrire 6. Mais 6 indice N là. 6N parce que j'ai passé par N. Toujours, je sais que 6 signifie la distance ou bien la durée du point de départ qui est vers le sommet, ici L. Donc, mais j'ai passé par N. Donc j'écris 6N. Là, 10M, je garde telle qu'elle est 10M. 6N de S, je vais écrire 4 plus 8, on a 12, 12n, et là, c'est l'infini. Voilà, j'ai écrit 10m, j'ai gardé le 10m parce que c'est plus petit que l'infini. 6, j'ai minimisé, mais j'écris 6n parce que j'ai passé par n. 12n, donc ici, 12, ça correspond à la durée de m à n, puis de n vers s, donc j'écris 12n parce que le dernier sommet visité avant de visiter s, c'est n, et là, c'est l'infini, ça reste l'infini. Maintenant, j'ai terminé la ligne. Qu'est-ce que je dois faire? Je cherche la valeur minimale qui est quoi? 6n. Donc, je vais mettre 6n en évidence. Je veux écrire ça en rouge. Je vais griser les cases comme si je désactive ces cases. Je ne veux pas m'intéresser maintenant au sommet L parce que ça y est, j'ai trouvé que le plus court chemin de départ qui est M vers L, c'est ce trajet de 4, 2, donc ça fait 6. Donc, je ne veux pas euh, réfléchir ou bien je veux pas trouver un chemin plus court que ça. Donc voilà, entre 10, 6, 12 et l'infini, le plus court c'est 6n. Donc je vais écrire là, 6n ça correspond à quel sommet? L. Donc je vais écrire L ici, entre parenthèses 6, c'est-à-dire euh, le sommet L, du sommet M vers le sommet N, ça me coûte 6. Donc vous voyez, je note ici dans l'ordre croissant. De M vers M0, de M vers N c'est 4, de M vers L maintenant c'est 6. Voilà, j'écris L6. Ça y est, j'écris ça en rouge. J'ai grisé les cases en dessous. Et maintenant, je veux terminer cette ligne. Maintenant, de L vers E, de L vers S, de L vers T. Je vais remplir ces trois cases. De L vers quoi? Vers E. De L vers E. Mais je dois calculer toute la distance. C'est-à-dire, ici, pour arriver à L, j'ai déjà 6 minutes. Donc, de L vers E, 8, 6 plus 8, ça fait combien? Ça fait 14. Je ne veux pas écrire le 14 parce que c'est plus grand que 10. Je peux arriver à E directement de N. Donc, ça me coûte uniquement 10. Donc, je vais garder pour le sommet E 10 parce que c'est le plus court chemin de M vers E, de point de départ vers E. Donc là, je vais écrire 10M. Là, maintenant, de L à S, voilà, de L à S, ça fait 5 plus 6, parce que déjà, pour arriver de M à L, ça me coûte 6 minutes. Avec le 5, ça fait 11. Est-ce que je peux écrire 11 là? Oui, parce que 11 est plus petit que 12. Voilà, donc dans cette ligne, j'ai trouvé que la durée entre le point de départ et S, c'est 12 en passant par N. Cette fois, j'ai trouvé un autre chemin qui est plus court, 11, en passant par N. Donc, je vais écrire ici 11L. 11L. Donc, j'écris là 11L. Et là, de L à T. De L à T, encore, c'est l'infini. Il n'y a pas un chemin directement qui relie L et T. Donc, qu'est-ce qu'on doit écrire là? 10M, la 11L et l'infini. Ici, juste une remarque, là, on inscrit la durée d'un trajet dans le tableau uniquement si elle est inférieure à la durée figurant sur la ligne précédente. Bien sûr, dans le cas contraire, on récopie la valeur précédente. C'est pour cette raison qu'on a recopié 10m ici. La 11L et là l'infini. On a terminé cette ligne. La valeur minimale, 10 ou bien 11 ou bien l'infini. Bien évidemment, c'est 10. Et 10, ça correspond à quel sommet? C'est E. Donc, j'écris là, dans cette case, E. J'ai trouvé la distance minimale
ou bien le plus court chemin de M vers E. De M vers E, je veux écrire là, E, ça me coûte combien? On a dit 10 directement à partir de M. Donc, je vais écrire ici E 10. Je vais mettre ça en rouge pour dire ça y est, j'ai trouvé le plus court chemin. Je grise les cases qui sont en dessous et je termine avec S et T. Voilà. Maintenant, je dois terminer ces deux cases. Voilà, ces deux cases. Maintenant, qu'est-ce que je dois écrire là? Je suis à E. Oui, E, voilà E. De E à S, je dois ajouter 10 parce que déjà pour le point de départ M jusqu'à E, il y en a 10. Donc de E à S, je dois ajouter encore cette durée qui est 10. 10 plus 10, c'est 20. Et 20 est plus grand que 11, donc je veux garder le 11 là. Je vais écrire 11L parce que c'est plus court. Maintenant, de E vers S, de E vers T, pardon, de E vers T, ça me coûte 4. 4 plus le 10 qui était là, donc j'écris 14. Et 14 plus petit que l'infini. Donc, je dois écrire là 14. Donc, est-ce que je dois écrire là 11L et là 14E? Donc, voilà, j'ai terminé. Finalement, j'ai trouvé le plus court chemin euh, allant de M vers S. Voilà, de M vers S, parce que ça y est, la valeur minimale, c'est 11L. J'écris 11, mais pour le sommet S, donc S 11. C'est ce que m'intéresse parce que le but, c'était dès le début de chercher le plus court chemin du sommet M vers le sommet S. Mais moi, dans mon algorithme, j'ai trouvé le plus court chemin de M vers M, le plus court chemin de M vers N, le plus court chemin de M vers L, le plus court chemin de M vers E et le plus court chemin de M vers S. Ça me coûte combien? Euh, de M vers S, on a dit donc 11. Donc on doit écrire dans cette case-là S entre parenthèses 11. Et c'est terminé. Voilà, donc juste, j'ai pas ajouté cette case. Mais le 11, comment on a trouvé le 11? J'ai passé par le L. Donc, avant le S, j'ai passé par le L. Je vois le L. Où est le L? Voilà le L. Pour passer au L, j'ai passé par le N. Donc, avant le N, j'ai passé par le N. Et où est le N? Où est le N? Voilà le N. Je passais par le M. Donc, voilà. N. Pour trouver le S, j'ai passé avant à L et puis avant à N. Ensuite, avant ça à M. Donc, le chemin le plus court, c'est MNLS. MNLS. Et ça me coûte combien? C'est affiché là, c'est 11 minutes. Donc, on peut vérifier sur le graphe, bien sûr, que ce trajet est correct et il dure exactement 11 minutes. Bien sûr, on ne peut pas retenir la méthode ou bien la procédure dès le premier exemple. C'est pour cette raison, je veux faire maintenant un autre exemple à main. Voilà, je considère ce graphe qui contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sommets. Il est un graphe pondéré, donc chaque arête est affectée à un nombre réel qu'on peut imaginer qu'il correspond par exemple à la durée. Pour exécuter l'algorithme, je vais utiliser un seul tableau qui contient toutes les informations ou bien toutes les itérations. Donc, je cherchons la question, le plus court chemin, ou bien encore, on peut dire la plus courte chaîne du sommet E vers le sommet D, par exemple. Voilà, je cherche le plus court chemin de E vers D. L'algorithme, on va commencer par considérer tous les sommets. Bon, voilà. Euh, là, j'écris les sommets A, B, C, D, E, E, F, G. Je pense que j'ai terminé. Ça y est, c'est bon. D'accord. Donc, la première ligne, c'est bien sûr le départ. Je veux commencer par E, donc 0, E, là, l'infini, 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 l'infini comme initialisation parce que je sais le plus court chemin de E vers E, c'est 0. Et j'ai pas encore calculé comme point de départ la distance entre E et A, E et B, ainsi de suite. La,
La durée la plus courte, c'est 0, bien sûr. Donc, je vais écrire E0 pour dire le chemin le plus court de E vers E, il me coûte 0 minutes. Et maintenant, la deuxième. Donc, je suis là. Je peux aller vers B, vers C ou bien F. Donc, les autres, je vais écrire encore l'infini. Je commence de E vers B, de E vers B, ça me coûte combien? 3 minutes. Donc 3 E. Pourquoi 3 E? C'est-à-dire 3 de E vers B. 3 du point de départ. De E vers C, encore 3. 3 E. De E vers F, 1. 1 E. Là, bon, j'ai vu griser ça, ça y est, c'est bon pour cette ligne. Ça, c'est l'infini, l'infini, l'infini. Maintenant, j'ai choisi quel sommet. La durée la plus courte, c'est celle-là, 1 E. Donc, en rouge, maintenant, je passais à F. J'ai déterminé le plus court chemin du point de départ qui est toujours E vers F, qui me coûte 1 minute, par exemple. Et je veux calculer de E vers les autres, de F, pardon, de F, voilà. De F vers C. De F vers C, ou bien de F vers D, ou bien de F vers G. Voilà, de F vers C, ou bien de F vers D, ou bien de F vers G. De F vers C, ça me coûte combien? En passant par F. 1 et 5, donc 6. En principe, ici j'écris 6F, mais 6, c'est pas plus petit que 3, donc je veux garder le 3. Parce que je suis en train de chercher le chemin le plus court, donc 3E. Alors, de F vers D. De F vers D, ça m'écoute 1 minute de E vers F et 1 plus 6, ça fait 7. Donc, j'écris 7 et j'ai passé par F. Pour le F, ça y est, c'est grisé. N'oubliez pas de griser les cases. De F vers G. De F vers G, ça m'écoute 2. 2 plus 1, ça fait 3. 3 si je passe bien sûr par F. De F vers B, c'est l'infini, donc je vais garder le 3. De F vers A, c'est l'infini, donc voilà, c'est toujours l'infini. Maintenant, je cherche le plus court chemin. J'ai choisi, il y a 3, 3, 3, 7 et l'infini. Donc, j'ai choisi l'un des trois. Ça correspond au sommet B, donc j'écris B. Donc, arriver à B du sommet initial E, ça me coûte 3 minutes, donc j'écris B3. Parce que ça, il y a ici 3. Et je grisais ou bien je désactive ces cases. Donc de B, je peux aller à A, je peux aller à D, je peux aller à C, je peux revenir à E, donc c'est pas la peine de revenir à E. Alors, voilà, de B vers A. Ça me coûte 2, 2 plus 3, ça fait 5, parce que déjà, je dois passer 3 minutes du point initial vers B. Donc, et j'ajoute 2, ça fait 5. 5, et je mentionne là que j'ai passé par B. Là, de A vers C, oui, ça me coûte 2 minutes. 2 minutes, 2 avec le 3, ça fait 5. Mais je veux pas écrire le 5 parce que 3 est plus petit que 5, donc je veux garder le 3, 3E. De B vers D maintenant, de B vers D, cette case-là. De B vers D, ça me coûte 1 minute. 1 avec le 3 minutes du point de départ vers B, donc ça sera 4 minutes. Et 4 est plus petit que 7, donc je vais écrire 4B, c'est-à-dire 4 minutes en passant par B. Maintenant, de B vers G, bon, c'est l'infini, je ne veux pas écrire l'infini, je veux garder 3F parce que c'est plus petit. Donc maintenant, je veux chercher le chemin le plus court. Il y en a ici 3, 3, donc je veux considérer l'une de deux 3. Voilà, par exemple, ce 3. Ça correspond à quel sommet? Le sommet C. Donc, je vais écrire C et ça me coûte 3 minutes. Et je veux désactiver les cases en dessous. Allez, de C qui est là, vers A. De C vers A, ça me coûte 1 minute. 1 minute plus le 3 qui du point de départ vers C, donc ça me coûte 4 minutes en passant par C.
De C vers D. De C vers D, ça me coûte 4 minutes. Mais 4 minutes avec le 3 ici, hein, mentionné, ça fait 4 plus 3, 7. 7 en passant par C. Mais je ne veux pas écrire le 7 parce qu'il y a déjà 4 là qui pleut petit. Donc, je veux garder le 4. Je vais passer ça, je veux garder 4B. En passant par B, ça me coûte moins 2 minutes. Donc, 4B là. 4B. Bon, ces cas sont désactivés. Encore, ces cas sont désactivés. Je continue cette case de ces vergers. Bon, c'est l'infini de ces vergers, donc je vais garder ces 3 F. Je cherche le chemin le plus court, ça correspond à ce 3F qui, le sommet G, donc je vais noter G. Voilà, c'est le point minimal, ou bien le chemin, ou bien la durée minimale, correspond au point G. Donc voilà, G, 3 minutes. C'est-à-dire quoi? Pour arriver à G, ça me coûte 3 minutes, toujours à partir du point de départ, qui est quoi? Qui est le point E. C'est ça le départ, hein, n'oubliez pas. Alors, je suis maintenant sur G. Où est G? Voilà G. De G vers A, c'est l'infini. Donc, je veux garder le 4C. De G vers D, voilà, 5. De G vers D, c'est 5. 5 avec le 3, c'est 8. Mais 8, c'est pas plus petit que 4. Donc, je veux garder le 4B. Voilà, j'ai déjà choisi G, donc ça, cette case est désactivée. Donc voilà, juste n'oubliez pas les cases désactivées. Maintenant, le chemin le plus court, bon, je peux choisir 4C ou bien 4, voilà, 4B, l'un de deux. Je veux choisir 4B, pourquoi? Parce que finalement, mon but est de trouver le plus court chemin jusqu'à D. Donc voilà, je veux m'intéresser à ça. 4B, c'est pour quel point? C'est pour le point D. Et finalement, je trouvais que ça me coûte combien? 4. Donc, en passant par quoi? Donc, pour arriver à D, je dois passer par B. Vous voyez, je veux colorer. Donc, je dois passer par B. Voilà comment je peux lire le tableau pour trouver maintenant le chemin. Donc, j'ai arrivé à D. Donc, je regarde la colonne correspond à D. Je trouve que le plus court chemin, c'est en passant par B. Donc, j'écris B. Après, la colonne correspond à B. Je vois que le plus court chemin, c'est en passant par E. Et le E, voilà, c'était le point de départ. Donc voilà le plus court chemin. C'est EBD, de E vers B, et ensuite de B vers D, et ça me coûte exactement 3 plus 1, ça fait 4 minutes. Donc, dans l'algorithme, il m'a donné le plus court chemin de E vers F, de E vers B, de E vers C, de E vers G, et aussi de E vers D, qui était mon but de l'exercice. Allez sur un troisième exemple et on va appliquer l'algorithme de Dijkstra pour déterminer le plus court chemin du sommet E vers n'importe quel autre sommet, puisque l'algorithme nous donne le plus court chemin du point sommet E vers n'importe quel autre sommet. Donc voilà, on s'intéresse à tous les chemins, tous les plus courts chemins du sommet E vers n'importe quel autre sommet. Donc on va commencer par dresser le tableau qui contient toutes les informations. Ici, dans notre graphe, il y en a combien de sommets il y en a? Le sommet A, B, C, donc A, B, C et D, E, S. D, E et S. Donc ici, dans cette colonne, maintenant, qu'est-ce qu'on va noter? On va noter les sommets visités. Sommets sélectionnés ou bien sommets visités. Voilà. Le point de départ, on a dit c'est E. Donc, le départ, on va noter E0, la distance de E vers E0, et les autres sont tous infinis. C'est l'initialisation du tableau. Maintenant, on va commencer l'itération. Le plus court chemin, c'est 0. Voilà, juste, je veux noter en rouge pour le voir. Et je ne veux pas m'intéresser par la suite au sommet E. Je ne veux pas revenir à E. J'ai trouvé le plus court chemin de E vers E. J'écris E, le plus court chemin, c'est 0.
Je suis en E maintenant. Je peux aller soit à A, soit à B. Donc, de E à A, ça me coûte 3, en passant par E toujours. A, B, ça me coûte 2, en passant par E. Il n'y a pas un chemin directement ou bien une arête directement qui relie E par C ou bien par D ou bien par S. Donc, j'écris 0, l'infini, pardon, l'infini, l'infini. Ah, j'écris en rouge. En principe, le rouge, c'est juste, je l'utilise pour indiquer le chemin le plus court. Voilà. Maintenant, le chemin le plus court, c'est 3 ou bien 2 ou bien l'infini. Donc, c'est certainement 2, bien sûr. Voilà. C'est cette case-là. Je vais contourer la case en rouge. Je vais griser ou bien désactiver les cases en dessus. Je veux préciser que c'est le sommet maintenant quoi? B. Et ça me coûte combien? 2 minutes. Donc, je sais maintenant le plus court chemin de E vers B. Ça paraît évident, je sais. C'est ce chemin-là qui me coûte 2 minutes. Alors, de B maintenant, je peux aller à A, ou bien à C, ou bien à D. Donc, je commence de B à D, ça me coûte 4 minutes. 4 minutes avec le 2, ça fait 6. Donc, pour C, je dis 6B, en passant par B. Pour les C, ça me coûte 5 plus 2. Donc, 5 plus 2, je vais écrire 7 en passant par B. 7, ça correspond au nombre de minutes de départ, de point de départ qui est toujours E, ça c'est le point de départ, vers C, parce que je suis dans la colonne de C. Donc 7B. Pour S maintenant, je ne peux pas passer directement B à S, donc ça reste l'infini. De B à E, ça me coûte 3. 3 plus le 2 déjà, c'est 5. Mais je ne veux pas écrire 5 parce qu'il y a déjà une distance ou bien un chemin qui est plus court, qui est le 3 en passant par E. Donc je veux garder 3E. Cherchons la distance ou bien le plus court chemin. 3 ou bien 7 ou bien 6 ou bien l'infini. Certainement c'est 3. Donc je vais choisir maintenant 3E qui correspond au sommet A. Donc, voilà, j'ai trouvé maintenant le plus court chemin du point de départ E vers le point de départ A, qui me coûte 3 minutes. Je suis en train, l'algorithme, il est en soin de faire quoi? De trier les distances par ordre croissant. E tout d'abord, ensuite B, ensuite A. Donc, juste A, ça me coûte 3 minutes. Voilà. Je continue, donc je désactive ces cases. C'est bon pour A, j'ai trouvé. Pour B, j'ai trouvé le plus court chemin. Pour E aussi. Alors, je continue, je veux remplir ces 3 cases. De A, je peux aller à C ou bien à D. Je ne veux pas revenir à B ni à E. Donc, de A à D, par exemple, de A à D, ça me coûte combien? Je vois ici, la durée, c'est 2. 2 plus de 3 ici, parce que ça me coûte de E à A, c'est 3. 3 plus 2, ça fait 5. Donc, j'écris là 5 et j'ai passé par A. Le dernier sommet visité, c'est A. De A à C, ça me coûte 3. 3 plus le 3, donc 6. 6 avec dernier visité, dernier sommet visité, c'est 1. De A à S, il n'y a pas un chemin qui relie directement, ou bien une arête qui relie directement A par S, donc ça reste l'infini. Et là, j'écris 5 parce que 5 est plus petit que 6 et 6 plus petit que 7. Donc, j'ai minimisé, je suis en train de minimiser, de chercher le chemin le plus court. Alors, le chemin le plus court ou bien la valeur la plus petite, 5, 6 ou bien l'infini, c'est certainement 5. Donc, je vais choisir cette case qui correspond au sommet D. Donc, maintenant, j'ai trouvé le chemin le plus court de E à D, ça coûte 5. Voilà, le point de départ vers D, ça me coûte 5 minutes. Donc voilà, ça c'est 5. Ça y est pour le sommet D, j'ai trouvé le plus court chemin. Maintenant, je m'intéresse à ces 2 cases. De D, je peux aller de D vers S ou bien de D vers C. De D vers C, ça me coûte 2 minutes avec le 5 déjà, donc ça fait 7. 7 avec le dernier sommet visité, c'est D. Et là, pour S, maintenant c'est 2.
Mais il faut faire attention, je ne dois pas écrire 7 là, parce que 7 est plus grand que 6. Très bien, vous avez remarqué ça? Donc, je dois écrire 6A. Il ne faut pas écrire 7 parce qu'il y en a déjà un chemin qui est plus court, qui est le 6 en passant par A. Voilà, je peux garder 6A. Je ne peux pas écrire 7. Mais pour S, bien sûr, je veux écrire 2 plus 5, qui est 7 là. Parce que déjà, le plus court chemin du point de départ vers D, il y a 5, et de D vers S, il y a 2. 2 plus 5, ça fait 7. 7 et le dernier sommet visité, c'est D, et bien sûr, 7 est plus petit que l'infini. La valeur la plus petite, c'est 6 ou bien 7. Bien sûr, c'est 6, correspond au sommet C. Donc, je vais écrire maintenant le sommet C. J'ai trouvé le plus court chemin du point de départ vers C qui me coûte 6 minutes. Ça y est, pour 6, je vais désactiver. Voilà, il me reste une seule case. Vous avez remarqué ça. De C vers S, ça me coûte combien? 2. Donc, 6 plus 2, ça fait 8. Est-ce que je crie 8C? Non, parce que j'ai déjà euh, un chemin ou bien, voilà, une chaîne qui me coûte uniquement 7 minutes. Donc, je garde le 7D. Et ça y est, j'ai trouvé maintenant, maintenant je m'intéresse à une seule valeur. Donc, je m'intéresse au sommet S. S, ça me coûte combien d'aller du point de départ à S? 7. Et voilà, j'ai terminé l'algorithme. Donc, vous voyez, l'algorithme, il me donne le plus court chemin de E vers E, c'est 0. Le plus court chemin de E vers B, c'est 2. Juste, je veux colorer. Donc, il a donné toute une liste, cet algorithme. Donc, de E vers E, c'est 0. Bien sûr, c'est évident. De E, du point de départ qui est E toujours, vers B, c'est 2. De E vers A, c'est 3. De E vers D, c'est 5. De E vers C, c'est 6. De E vers S, c'est 7. Et même, je peux déterminer maintenant n'importe quel chemin. Par exemple, le plus court chemin de E vers D. Donc, je m'intéresse à D. Je dis, pour arriver à D, je m'intéresse à la colonne de D. Je dois passer par A, donc de D vers A. Et je reviens à la colonne de A. Donc, pour A, je passe par E, le point de départ. Donc, E, A, ensuite D. Ça m'écoute exactement ça. Pour trouver le plus court chemin de E vers S, par exemple, qu'est-ce que je dois faire? Je peux utiliser le tableau. Ça, c'est le S. Donc, j'écris S tout d'abord. Je m'intéresse à la colonne associée au sommet S. Je vois que je dois passer par D. Donc, j'écris D. Je m'intéresse à la colonne de D. Je vois que le plus court chemin, je dois passer par A. Donc, j'écris A. Je passe à la colonne de A. Je vois que le plus court chemin, je dois passer par E et c'est le point de départ. Donc, le plus court chemin de E vers S, c'est de E vers A, ensuite de A vers D, ensuite de D vers S. Donc, je fais comme ça, D et vers S. Et ça me coûte 3 plus 2, c'est 7. C'est ce que j'ai trouvé déjà, c'est ce qu'il indique le tableau. Donc, le tableau, il me donne le plus court chemin entre le point de départ que j'ai fixé dès le début et tout autre sommet. Donc, j'ai gardé ici cette liste qui contient tous les sommets visités et y compris la durée du chemin ou bien le poids de la chaîne utilisée qui est la plus courte. Maintenant, on peut lire l'algorithme. Dans l'entrée de cet algorithme, on doit donner un graphe pondéré connexe et les poids soient positifs et un sommet d'entrée. Donc, c'est ça les données de l'algorithme. Donc, on donne à cet algorithme un graphe connexe pondéré et un sommet d'entrée. Le résultat qu'on attend, c'est les plus courtes distances des sommets. E à chacun des sommets. C'est ce qu'il donne, l'algorithme. Il peut te donner toutes les courtes chaînes entre eux et les autres sommets. Alors, le traitement maintenant, l'initiation, j'attribue la marque plus l'infini ou bien l'infini à tous les sommets. Et attribuer 0 au sommet de départ qui est E, par exemple. Maintenant, on va faire des désitérations. Tant que
il reste des sommets non sélectionnés. Ici, je parle de sommets visités, ou bien les sommets non sélectionnés. S'il y a encore des sommets dans le graphe qui ne sont pas sélectionnés, qu'est-ce que je fais? Sélectionner parmi les sommets non sélectionnés les sommets ayant quoi? Ayant euh, la marque la plus petite, c'est-à-dire la valeur la plus petite dans la ligne. Alors, pour chaque sommet B adjacent à A et non déjà sélectionné, on va calculer la somme marque de A plus poids de l'arête AB parce qu'on va encore ajouter l'arête. Donc, la marque, c'est la valeur déjà mentionnée et le poids parce qu'on va ajouter certainement une arête. Si la valeur de P calculée est inférieure à la marque déjà mentionnée, donc on remplace la marque par la valeur de P. Sinon, on va conserver la marque de B, c'est-à-dire on va conserver la valeur déjà écrite dans la ligne précédente. Et fin tant que, c'est-à-dire quand on s'arrête, la condition, s'il reste des sommets non sélectionnés, on fait l'itération. S'il n'y a plus de sommets, on s'arrête là. Voilà pour cet algorithme pour déterminer la plus courte chaîne d'un sommet à un autre. Il est efficace, il détermine pour n'importe quel graphe l'essentiel, le graphe soit pondéré par des valeurs positives et connexe, il me donne toutes les courtes chaînes entre deux sommets différentes. Bien sûr, on donne tout d'abord comme donné un point de départ ou bien un sommet de départ. Passons maintenant à la partie suivante qui porte sur la coloration d'un graphe et on va voir en particulier un algorithme qui sert à colorer ou bien qui donne une méthode pour colorer un graphe, c'est l'algorithme de Welch-Powell. C'est-à-dire quoi coloration d'un graphe? Colorer un graphe, c'est-à-dire on va colorer les sommets d'un graphe. Donc, comme vous voyez, un graphe qui contient des sommets et ensuite, on va attribuer une couleur pour chaque sommet. Mais c'est pas arbitraire, il y a une condition là, il faut que deux sommets adjacents ne soient pas colorés par la même couleur. Imaginez qu'on a par exemple une carte graphique et on veut bien sûr colorer les pays de telle sorte que deux pays voisins ne soient pas de même couleur pour avoir les frontières, pour voir les frontières de chaque pays. Donc la question que se pose, on veut utiliser un nombre minimal de couleurs. Donc quel est le nombre minimal pour colorer une carte comme ça, géographique, avec la condition, chaque deux pays voisins ne sont pas colorés du même couleur. Donc, c'est ça le problème de coloration. Si je reviens maintenant à un graphe quelconque, bien sûr, deux pays, c'est-à-dire deux sommets voisins. Donc, on veut chercher à colorer un graphe avec la condition deux sommets voisins ne possèdent pas la même couleur. Par exemple, comme ici dans le graphe suivant, chaque deux sommets voisins, vous pouvez remarquer qu'ils sont colorés par deux couleurs différentes. On cherche le nombre minimal de couleurs. On note ce nombre minimal qui de G. Donc, vous voyez la notation qui de G. Il est noté comme ça. Il est le nombre minimal nécessaire pour colorier un graphe G. On sait que si le graphe contient un sommet, alors on est sûr que le nombre nécessaire pour colorier un graphe est inférieur ou égal à 1. C'est évident, chaque sommet, je le colore par une couleur différente, donc j'obtiens maximum n couleurs. Donc, puisqu'on cherche le nombre minimal, donc on va dire I de G, ici, qui de G, certainement, il est inférieur ou égal à n. Donc, la remarque, juste on peut donner des couleurs différentes au sommet. Chaque sommet a son couleur et par la suite, maximum, on a besoin de n couleurs. Mais là, toujours, n'oubliez pas, on cherche une valeur minimale de couleur. Donc, on cherche un nombre minimal de couleurs. Si un graphe de n sommets, il est complet. Imaginez, un graphe, il est complet. Complet, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire chaque deux sommets différents, ils sont voisins. Et donc là, chaque sommet, il est voisin avec combien d'autres sommets? N-1.
Donc, chaque sommet doit être différent de n-1 couleurs différents. Pourquoi? Parce que tous deux sommets différents, ils doivent posséder deux couleurs différents et on sait qu'un graphe complet, tous deux sommets, ils sont adjacents. Et donc, pour un graphe complet, c'est simple. Le nombre nécessaire, c'est exactement n. Vous pouvez imaginer ça, par exemple, je considère un graphe complet d'ordre 5, donc ayant 5 sommets. Ça, c'est un graphe complet ayant 5 sommets. Donc, vous pouvez imaginer chaque deux sommets doivent être adjoints. Voilà, il est adjoint avec tous les autres. Si alors je choisis à ce sommet la couleur rouge, donc chacun de ces 4 sommets doit être différent de rouge. Donc, je peux choisir par exemple la rose par exemple. Donc, puisque ce sommet, il est adjoint à ceci et celui-là, il doit être affecté à une autre couleur différente. Donc, vert, par exemple. Donc, ce sommet doit être différent de rouge, la couleur de ce sommet, différent de rouge, rose et vert, parce qu'il est adjacent aux 4 sommets. Donc, par exemple, le bleu. Ce sommet maintenant, puisqu'il est adjacent aux 4, il doit avoir une différente couleur, par exemple violet. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? J'ai choisi ou bien j'ai besoin de exactement 5 couleurs. Donc, d'une façon générale, pour un graphe complet, Kn, le nombre nécessaire de couleurs pour colorier le graphe est exactement n, est égal à n. Donc, le nombre nécessaire pour colorier le graphe Kn, c'est exactement n. Je reviens aux propriétés de ce nombre qui est n. Donc, on a dit il est toujours inférieur ou égal à n. Lorsque le graphe est complet, dans ce cas, on est sûr qu'il est égal à n. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire encore sur ce nombre? Si le plus grand degré d'un sommet est égal à d, donc je peux examiner tous les sommets et je peux chercher tous les degrés du sommet. Alors, je considère le plus grand degré, je veux noter d, le plus grand degré des sommets, je veux noter par d. Alors, on sait que le nombre I de G est inférieur ou égal à d plus 1. Je vais vous expliquer pourquoi d plus 1. Imaginez qu'on a un graphe comme ça. Je veux considérer un nombre important des sommets parce que c'est pour un nombre important des sommets que le problème se pose. Voilà, par exemple, un graphe des sommets et des arêtes. Bon, je fais les choses arbitrairement. Voilà, par exemple, quelque chose comme ça. Alors, je peux voir le degré de ce sommet est égal à 1, le degré de sommet est égal à 2. Lequel des sommets possède le degré le plus grand? Certainement, c'est ce sommet. Le degré de ce sommet, c'est combien? Le degré de ce sommet est égal combien d'arêtes est issu de ce sommet? Donc, 1, 2, 3, voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, le degré de ce sommet, S, est égal à 5. Et c'est le maximum parce que je vois les autres sommets, degré 3, degré 2, degré 1, ainsi de suite. Donc, c'est le maximum. Alors, le résultat dit quoi? Le nombre qui de G, le nombre minimal de couleurs qu'on a besoin, est inférieur ou égal à 6. On peut ne pas dépasser le 6. Pourquoi? Parce que finalement, il suffit de colorer les sommets ici, par exemple rouge, ensuite orangé, les sommets qui sont adjacents au sommet S, ensuite bleu et la violet et encore vert. Donc, j'ai choisi 5 couleurs jusqu'à maintenant. Et ce sommet S, je vais le colorer avec une autre couleur. Voilà, marron. Et je peux trouver deux autres couleurs. Bon, c'est pas deux autres couleurs, donc je peux choisir parmi les 6 couleurs
deux couleurs différentes pour colorier ces deux sommets. Par exemple, là, il suffit de choisir une autre couleur mentionnée différente de rouge. Donc, je peux, par exemple, colorer par le marron. Ça marche. Pour ce sommet, il suffit que la couleur soit différente de marron, vert et orangé. Donc, ça marche avec le bleu. Voilà le bleu. Ainsi, je peux colorier le graphe avec six couleurs différentes. Mais est-ce que vraiment c'est minimal? C'est-à-dire, est-ce que je peux colorier le graphe avec uniquement cinq ou bien quatre couleurs? Ou bien le 6 et 6 c'est minimal. Bon, c'est clair que c'est pas minimal parce qu'au lieu de violet là, je peux le colorer ce sommet par le rouge. Et ça reste correct parce que ces deux sommets qui sont en rouge ne sont pas voisins. Vous voyez, donc, on a donné un chiffre qui est majorant du nombre minimal, c'est-à-dire le nombre minimal ou bien le nombre qu'on note qui de G, qui du graphe. Le nombre Q de graphe est inférieur ou égal à 6. On n'a pas dit que est égal à 6 parce qu'il peut être 6 le nombre minimal, ou bien un nombre plus petit que 6. Tout dépend de la nature du graphe qu'on considère. Voilà, donc juste, je reprends alors les propriétés. Je liste les débuts. On a dit, si le graphe contient un sommet, alors qui de G inférieur ou égal à 1, on est sûr. Dans le cas où le graphe est complet, alors qui de G égal à 1, il n'y a pas un chiffre plus petit que 1 dans le cas d'un graphe minimal. Si le maximum de degrés d'un graphe G est égal à D, alors qui de G, le nombre minimal de couleurs nécessaires, c'est inférieur ou égal à D plus 1. Donc, vous voyez, toujours, on a donné des majorants pour le nombre qui de G. On n'a pas trouvé qui de G exactement. On n'a pas trouvé une formule qui permet de donner qui de G pour n'importe quel graphe. Donc, ça restait jusqu'à maintenant un problème mathématique. On n'a pas pu déterminer pour n'importe quel graphe le nombre qui de G. Donc, on a donné des majorants, parfois des minorants, mais on n'a pas trouvé jusqu'à maintenant un théorème qui peut déterminer le nombre nécessaire de couleurs d'un graphe, le nombre minimal pour un graphe donné. Mais quand même, on a des propriétés intéressantes. Donc, je liste les autres propriétés. Lorsque le graphe est planaire, vous vous rappelez de ce mot, un graphe planaire, c'est quoi? C'est-à-dire, je peux faire quoi? Je peux dessiner, je peux trouver une représentation de graphe avec la condition deux arêtes différentes ne se croisent pas. Donc, dans ce cas, je peux dire que le nombre qui de G est inférieur ou égal à 4. Lorsque le graphe est planaire, le nombre qui de G inférieur ou égal à 4. Il faut faire attention. On a dit dans un seul sens. Si le graphe est planaire, alors le nombre qui de G inférieur ou égal à 4. Mais parfois, il y en a des graphes qui ne sont pas planaires et aussi le nombre inférieur ou égal à 4. C'est dans un seul sens. C'est pour lire la phrase dans un seul sens. C'est-à-dire, voilà, je considère un graphe planaire. Voici un exemple d'un graphe planaire avec la condition deux arêtes différentes ne se croisent pas. Donc, d'après la formule, en principe, je peux colorier ce graphe avec maximum quatre couleurs, avec maximum quatre couleurs. Donc, je veux commencer, je colore cette sommet par exemple en rouge. Je dois colorer ce sommet avec une autre couleur parce qu'ils sont adjacents, par exemple le vert. Ce sommet il est adjacent au rouge, adjacent au vert, donc il doit être colorié avec une troisième couleur différente, par exemple le bleu. Maintenant, ce sommet, il est juste adjacent au bleu, donc je peux revenir à la couleur rouge. Voilà le rouge. Celui-là, il est adjacent au bleu et au rouge, donc je peux revenir au vert. Donc voilà le vert. Et je termine ce sommet, il est adjacent au bleu et au vert, donc je peux le colorier en rouge. Voilà, j'ai terminé, j'ai colorié le graphe avec combien de couleurs? Vous voyez, il y a exactement quatre couleurs. Donc, si le graphe est planaire, vous pouviez colorier le graphe avec maximum quatre couleurs. On peut avoir des graphes planaires avec trois couleurs ou bien uniquement deux couleurs, bien sûr. Mais maintenant, la réciproque. Est-ce que la réciproque est vraie? C'est-à-dire, si qui de G
inférieur ou égal à 4. Est-ce que ceci implique que G est un graphe planaire? Non, pas forcément. D'accord? Si le nombre minimal de couleurs était inférieur ou égal à 4 ou bien est égal à 4, ça n'implique pas que le graphe est planaire. Regardez, vous savez que par exemple, le graphe bipartite complet K3, vous vous rappelez de graphe bipartite 3, voilà, un ensemble qui contient trois sommets, un autre qui contient trois sommets, et chaque sommet de la première partie est adjacent à n'importe quel autre sommet de la deuxième partie. Voilà, c'est le graphe complet K3. Je peux ainsi utiliser pour colorier ce graphe uniquement deux couleurs. Pour la première partie, je la couleur, bien, j'utilise le rouge, et pour la deuxième, une autre couleur. Vous voyez, deux adjacents ne sont jamais coloriés par la même couleur. Donc, K3 pour qui de K3 est égal à 2 parce que c'est le minimum, vous savez, parce qu'il y a deux ici sommets adjacents, donc on doit avoir minimum de couleurs. Donc, avoir comme nombre minimal un réel inférieur ou égal à 4, ça n'implique pas qu'il est planaire. Mais savoir que le graphe est planaire, ça implique que le nombre minimal de couleurs est inférieur ou égal à 4. Je reprends les propriétés de nombre qui. Donc, on a dit que le nombre inférieur égale nombre de sommets à retenir. Il est encore inférieur ou égal à d plus 1 avec d, c'est le maximum de degrés, c'est à retenir. Si le graphe est planaire, alors qui est inférieur à 4? Donc, on est ainsi en train de donner des majorants de nombre qui. Maintenant, on va donner un encadrement de nombre qui. Si G d'ordre n, c'est-à-dire il possède n sommets, et il admet un sous-graphe complet. Donc, à l'intérieur de graphe G, je peux voir un sous-graphe complet d'ordre m. Alors, je sais que le nombre minimal qui de G doit être plus grand que m, plus petit que m. Donc, ceci est à retenir. Je vais vous donner un exemple tout de suite d'un graphe G qui soit par exemple de 5 sommets ou bien 6 sommets et qui contient un sous-graphe ayant par exemple 3 sommets. Et on va voir le nombre nécessaire pour colorier le graphe. Examinons par exemple ce graphe qui contient combien de sommets? 7 sommets, il contient 7 sommets. Donc on peut dire l'ordre de G égale à 7. Il contient combien de sommets? Exactement 7. Donc, on sait que le nombre minimal de couleurs nécessaires, c'est inférieur ou égal à 7. Ça, d'une part. Maintenant, est-ce que vous voyez un sous-graphe complet? Un sous-graphe complet. Oui, je peux voir ce sous-graphe formé par ces quatre sommets. Et chacun de quatre sommets, il est adjacent aux trois autres. Vous voyez, chacun de ces quatre sommets est de degré égal à 3, il est lié aux trois autres. Donc ça, c'est un sous-graphe, ça c'est K4. Donc G ou bien K4 est un sous-graphe de G. Et donc on sait à l'avance que pour colorier le K4 uniquement, le K4, donc les quatre sommets, on a besoin de quatre couleurs déjà. Donc pour colorier ces quatre sommets dans le sous-graphe, on a besoin de quatre couleurs. Donc certainement, le nombre minimal de couleurs nécessaires est plus grand que 4 et plus petit que 7. Donc, cherchons ensemble le nombre de couleurs. Donc, je veux colorier ça par exemple. Donc, on aura besoin certainement de 4 couleurs. Donc, je veux colorier rose par exemple, rouge, vert et bleu. Voilà les 4 couleurs pour le graphe complet. Maintenant, je vais essayer de compléter les trois sommets. Je peux utiliser ici le bleu parce qu'il n'est pas adjacent au sommet bleu. Et pour le deux sommets, je peux utiliser par exemple le rouge et le vert. Voilà, j'ai colorié ce graphe en respectant toujours la condition de sommets adjacents en deux couleurs différentes. Et j'ai utilisé combien? Exactement 4. Donc, l'encadrement, que je peux le dire, c'est qui de G, c'est supérieur égal 4, inférieur égal à 7. Mais bien sûr, on peut avoir deux autres graphes qui contiennent K4, mais le nombre minimal, par exemple, imaginez qu'on a quelque chose comme ça.
Dans ce cas, je ne peux pas colorier ce bleu, ce sommet en bleu. Donc, bien sûr, on n'a pas une formule pour n'importe quel graphe. Vous voyez, je traite chaque graphe tout seul. Et c'est pas de maths ça. Parce que quand on fait de mathématiques, lorsque je peux donner un théorème qui donne le résultat dans le cas général. Donc, on est en train de faire de mathématiques lorsque j'ai un cas général et je suis en train de trouver des résultats qui sont vrais pour des cas généraux. Là, les résultats qu'on trouve jusqu'à maintenant, ce sont soit des minorants ou bien des majorants. On n'arrive pas à trouver une formule qui peut nous donner le nombre minimal de graphes directement euh, pour n'importe graphe G à l'aide de nombre de sommets ou bien nombre d'arêtes. On n'a pas encore trouvé un résultat comme ça. Donc, je résume pour les résultats qu'on dispose jusqu'à maintenant sur le nombre qui de G, le nombre minimal de graphes nécessaires. Il est inférieur au nombre de sommets, inférieur au nombre maximal de degrés plus 1. Si le graphe est planaire, c'est toujours inférieur ou égal à 4. Et s'il contient un sous-graphe complet d'ordre M, donc il est plus grand que M, et toujours il est plus petit, on a dit, au nombre de sommets d'un graphe. Je passe maintenant à un algorithme. Mais j'ai bien dit, on n'a pas trouvé une formule. Donc, vous pouvez imaginer que l'algorithme ici que je vais l'énoncer ou bien on va travailler avec cet algorithme, mais il va pas donner le nombre minimal pour n'importe quel graphe. Donc, cet algorithme nous permet de donner un nombre qui majore le nombre c'est-à-dire qui majore le nombre minimal. Il va pas donner dans tous les cas un nombre minimal. Mais c'est bon de savoir une méthode pour colorier un graphe. Alors, suivons ensemble qu'est-ce qu'on doit faire. Bien, l'algorithme, c'est quoi le principe de cet algorithme appelé Welch-Epworth? L'algorithme consiste ainsi à colorier séquentiellement le graphe en visitant les sommets par ordre de degré décroissant. Donc, on va trier les degrés de sommet. Imaginez qu'on a un nombre important des sommets et des arêtes. On va calculer pour chaque sommet le degré et puis on va trier les degrés dans l'ordre décroissant. Donc, le sommet ayant un degré plus grand, ensuite euh, le suivant jusqu'à arriver au sommet ayant plus petit degré. Donc ça, c'est la première étape. L'idée est que c'est quoi, pourquoi on commence par le sommet ayant plus haut degré? Parce que on se demande, on dit voilà, le problème se pose lorsque le sommet possède plusieurs voisins. Dans ce cas, on a besoin de plusieurs couleurs. C'est ça l'idée de l'algorithme. Donc, on commence par le sommet ayant plus haut degré. On choisit des couleurs différentes. Donc, il faut les colorier en premier, les voisins de sommet ayant plus haut degré. Cependant, on peut parfois aboutir aux pires colorations possibles. Il y a une certaine procédure à respecter afin de mettre en œuvre cet algorithme. Donc, on va commencer par soit énoncer l'algorithme, ou bien j'explique comme d'habitude l'algorithme sur un exemple et puis j'énonce l'algorithme, qu'est-ce qu'il dit exactement théoriquement. Bon, je préfère toujours expliquer tout d'abord sur un exemple. Voyons cet exemple, donc le graphe sur lequel on va travailler. Vous voyez ici l'algorithme. Donc, tout d'abord, on va ranger les sommets dans l'ordre décroissant des degrés. C'est-à-dire quoi? Donc, voilà les sommets B, C, D, E, F, A, G. Dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire B, il possède un nombre plus grand, 4. Bon, ici, B, ici, il possède le même degré, donc je vais écrire B, C ou bien C, B, la même chose. Donc, je vais commencer par B, ensuite C, et ensuite les sommets D, E et F, parce que D, E et F, ils possèdent comme degré 2. Ensuite, les sommets A et G, parce qu'ils possèdent un seul degré. Maintenant, je passe à faire quoi? Tant qu'il y a un boucle là, tant que tous les sommets ne sont pas colorés, je suis dans cette condition, oui, les sommets ne sont pas encore colorés, alors je veux commencer l'itération. Considérez une couleur K. Ici, je vais commencer par rouge.
Différentes de couleurs déjà utilisées. J'ai pas utilisé aucune couleur, donc voilà, j'ai choisi le rouge. Ensuite, considérez le premier sommet non encore coloré. Donc, je vais commencer par B, dans la liste, dans l'ordre. Donc, je vais commencer par B et je vais colorer le sommet B en rouge. Donc, vous voyez sur mon papier, je vais utiliser la couleur rouge. Voilà, le sommet est coloré en rouge. Je reviens à mon tableau pour voir la procédure. Voilà. Maintenant, considérez chacun des autres sommets non colorés dans l'ordre décroissant des degrés. Donc, s'ils sont adjacents, si le sommet, donc chaque autre sommet, par exemple ici, je parle de C, D, E, F, A, G, je vais les examiner. S'ils ne sont pas, regardez, s'ils ne sont pas adjacents à un sommet déjà coloré, donc s'il n'est pas adjacent à B parce que j'ai déjà coloré, mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire s'ils ne sont pas adjacents à un sommet déjà coloré, ne lui affectez aucune couleur. Sinon, lui attribuez la couleur K. Donc, s'il est adjacent à un sommet déjà coloré, ne lui affectez aucune couleur. Sinon, lui attribuez la couleur K, c'est-à-dire la couleur rouge. Donc, ici, je vais examiner. G, il est adjacent. Donc, dans l'ordre, en principe, je fais ça dans l'ordre. Donc, je veux citer pour vous les sommets dans l'ordre. C, il est adjacent à B, donc je ne vais pas utiliser la couleur rouge. Ensuite, D. D, il n'est pas adjacent à B, donc je peux le colorer en rouge. Voilà. Ensuite, dans l'ordre, je vous cite les sommets. E, il est où? Voilà. E, il n'est pas adjacent à B, mais il est adjacent à D. Et D est déjà coloré, donc je ne vais pas attribuer la couleur rouge au sommet E. Ensuite, dans l'ordre, F. F, il est adjacent à B, je peux pas le colorer en rouge. A, il est adjacent à B, je peux pas le colorer en rouge. G aussi, il est adjacent à B, je peux pas le colorer en rouge. Donc, jusqu'à maintenant, colorier deux sommets qui sont B et D. Donc, je reprends l'algorithme. Euh, Est-ce que le boucle tant que se termine? Non, parce qu'il dit tant que tous les sommets ne sont pas colorés. Encore les sommets ne sont pas toutes colorés, ne sont pas tous colorés, donc je dois refaire les étapes. Considérer une autre couleur. Donc, j'ai considéré le rouge, maintenant je considère une autre couleur. Juste, je veux voir avec quelle couleur j'ai travaillé. Par exemple, le vert là. Donc, ici, je considérais le vert. Maintenant, je veux considérer le vert. Je fais quoi? Je considère dans l'ordre toujours. Donc, maintenant, je m'intéresse à C. Je vais colorer C par le vert. Donc, voilà, je vais colorer C par le vert. Ou bien sur ma feuille si vous voulez. Je vais colorer C par le vert. Voilà, C. Je fais quoi? Je vais examiner dans l'ordre toujours décroissant des degrés les autres sommets et chaque sommet non coloré et non adjacent à C, je vais le colorer en vert. Alors, dans l'ordre, après le C, il y a le D, D déjà coloré. Après le D, il y a le E. Le E, il est adjacent à C, je peux pas le colorer en vert. Après le E, il y a le F. Encore F, il est adjacent à C, je peux pas le colorer en vert. Ensuite, le A. Il n'est pas adjacent, je peux le colorer en vert. Ensuite, le G. Le G encore, il n'est pas adjacent à un autre sommet coloré en vert, donc je peux colorier G en vert. Je vais maintenant utiliser deux couleurs. Je lis la condition tant que. Est-ce que c'est terminé? Non, pas encore, parce que la condition, elle dit quoi? Tant que tous les sommets ne sont pas colorés, on doit refaire ces étapes. Donc, je reviens, voilà, la condition, elle dit quoi? Tant que tous les sommets ne sont pas colorés, je dois refaire tout ça. Donc, j'ai encore des sommets non colorés. Je considère alors une troisième couleur différente de deux premières couleurs. Je considère les sommets dans l'ordre. Ici, qu'est-ce qu'il me reste? E, E, F. Donc, je commence par E. Je choisis une autre couleur, par exemple bleu. Voilà. Je travaille sur ma feuille. Donc, j'ai choisi la couleur bleue pour bon, j'ai dit E, mais le E, le F ont le même degré. Pas de souci. Donc, juste, on va respecter ce qu'on a noté dans le tableau. Le bleu.
Voilà, j'ai choisi le bleu pour le E. Maintenant, j'examine tous les autres sommets et n'importe quel autre sommet non adjacent à E et non adjacent à tout autre sommet coloré en bleu, je dois le colorer en bleu. Donc, il me reste que le F et le F n'est pas adjacent à E, donc je veux le colorer en bleu. Ainsi, j'ai arrivé à colorier ce graphe avec choix en utilisant cet algorithme, en utilisant trois couleurs, exactement trois couleurs. On peut se demander maintenant, est-ce que le nombre de couleurs obtenues à l'aide de cet algorithme est le minimal? Puisqu'on a trouvé exactement trois couleurs, on se demande, est-ce que c'est le nombre chromatique? Donc, vérifions ensemble, c'est ce graphe, il contient un graphe complet d'ordre 3. Vous voyez, ce graphe, il est complet d'ordre 3. Il contient, bon, je parle de ce graphe-là, il contient trois sommets et chaque sommet, il est adjacent aux deux autres sommets différents. Donc, ça, c'est qu'on note K3, le graphe complet ayant trois sommets. Et on sait très bien que le nombre chromatique de G est toujours supérieur ou égal à combien? L'ordre de sous-graphe complet inclut dans G. Donc, G contient un sous-graphe d'ordre 3. Donc, on sait que 3 est plus petit que l'ordre chromatique de G. Or, ici, on sait que l'ordre chromatique, c'est le nombre de couleurs minimal, puisqu'on a utilisé trois couleurs. Donc, certainement, le nombre chromatique soit égal à 3, soit inférieur ou égal à 3. Donc, d'une part, ce qu'on note qui de G ou bien le nombre chromatique de G, il est à la fois inférieur à 3 et supérieur à 3. Donc, par la suite, on peut faire la déduction. Qui de G égale 3. Donc, le nombre chromatique est égal à 3. Et donc, pour cet exemple, l'algorithme a donné le nombre minimal. Donc, cet algorithme, il a bien travaillé, il a bien fait les choses là, et il a donné le nombre minimal de couleurs. Donc, je veux donner un autre exemple. On va appliquer cet algorithme encore sur un autre graphe. Voilà, on va considérer ce graphe et on va appliquer l'algorithme de Wedge-Powell à la main. Donc, on va faire l'exécution de cet algorithme à la main. Je trie la liste des sommets par ordre décroissant. Bien sûr, j'ai nommé H, ensuite K. Pourquoi? Parce que H possède le degré le plus important. Le sommet H possède comme degré 5. On voit 5 arêtes issues de H. Ensuite K, parce que je vois 4 arêtes issues de K, ainsi de suite. Donc, je trie les sommets dans l'ordre décroissant de degrés. Et maintenant, juste, je veux commencer la première étape de l'algorithme. La première étape, c'est quoi? C'est colorier le premier sommet dans la liste, c'est-à-dire ici H. Donc, choisir une couleur quelconque et colorier H. Voilà la première étape. Ensuite, on va examiner tous les autres sommets, ceux qui ne sont pas voisinage de H et ne sont pas voisinage à des autres sommets coloriés en rouge, on va le colorier en rouge. C'est-à-dire, je commence par K. K, c'est un voisinage à H, donc je ne peux pas le colorier en rouge. Ensuite, D. D n'est pas voisinage à H, donc voilà, c'est en rouge. I maintenant. I, je peux pas colorier I en rouge. Pourquoi? Parce que I est un voisinage à un autre sommet qui est en rouge. Donc, je peux pas colorier I en rouge. Je passe J. Encore, pour la même raison, J, je peux pas le colorier en rouge. G, même chose. Je peux pas. A, non plus. B. B, cette fois, c'est pas un voisinage de H. Parce qu'il n'y a pas une arête qui relie B par H. Mais il faut faire attention. B, il est adjacent à ce sommet D, qui est déjà colorié en rouge. Donc, c'est pour cette raison que je peux pas colorier B en rouge. Je passe E maintenant. Oui, c'est possible. Il n'est pas adjacent à un autre sommet déjà colorié en rouge. F. Je peux pas colorier F en rouge. Pourquoi? Parce qu'il est adjacent à E et E, il est déjà en rouge. Je passe maintenant à C. Encore C, non, parce qu'il est adjacent à D. Donc, maintenant, je vais supprimer de la liste tous les sommets qui sont déjà coloriés. Donc, K, c'est bon pour K. H, c'est bon. K, non. D, c'est bon. E, c'est bon. Voilà, j'ai colorié combien de... Trois sommets. Donc, à ce stade, je reviens de les deux bouts
Alors, l'algorithme, qu'est-ce qu'il me dit? Tant que la liste est non vide. Donc, je vais répéter les mêmes étapes tant que la liste est non vide. La liste ici est non vide. Elle contient plusieurs autres sommets. Donc, je considère le premier sommet dans la liste qui est cette fois K. Je vais affecter à K une autre couleur, différente de rouge, bien sûr. Donc, disons vert. Donc, voilà K en vert. Donc, c'est bon pour K. Je peux colorier I en vert ou pas? Oui, parce que n'est pas adjacent à un autre sommet en vert. Donc, c'est bon pour I. J, non plus, je peux pas faire ça. G, non, G, il est adjacent à notre sommet coloré en vert. Donc, je passe à A. C'est possible pour A. B, non plus parce que B, il est adjacent à A déjà coloré. Donc, juste pour A, c'est bon pour A. Je supprime A de la liste. Donc, B, ça reste encore dans la liste. E, déjà supprimé. F, est-ce que je peux colorier F en vert? Oui, parce que n'est pas adjacent jusqu'à maintenant à un autre sommet colorié en vert. Donc, F, je supprime F de la liste. C aussi, je peux le colorier en vert. Donc, jusqu'à maintenant, voilà, j'ai utilisé uniquement deux couleurs. Et je reviens dès le début. L'algorithme, la condition toujours est satisfaite tant que la liste est non vide. Ma liste est encore non vide. Donc, je veux répéter la même chose. Je change la couleur, disons orangé. Je vais commencer par le premier sommet dans la liste qui est J, colorié en orangé. C'est bon pour J. Je passe à G. Je peux le colorier en orangé. Ça marche. J'efface G de la liste. B, encore. C'est bon pour B. Je l'efface de la liste. C, c'est déjà colorié, c'est déjà effacé de la liste. Qu'est-ce que vous remarquez? Ça y est, c'est terminé. La liste est vide. Donc, le boucle tant que dans l'algorithme s'arrête là. Parce que la condition n'est plus satisfaite. La condition, elle dit quoi? Elle dit tant que la liste est non vide. Non, elle est vide maintenant. Donc, on s'arrête là et on donne le nombre de couleurs utilisées. Il y a tout là. Il y a 3 couleurs. Donc, est-ce que c'est le nombre minimal? Oui, parce que bien évidemment, je peux pas utiliser là deux couleurs uniquement. Je vois un sous-graphe de G, par exemple ce sous-graphe HIJ, il est 4 fois. Il est un sous-graphe complet d'ordre 3. Donc, d'après les propriétés de nombre chronomique, qui 3 est inférieur ou égal à qui de G? Le nombre chromatique est plus grand que 3. Pourquoi? Parce qu'on a dit il y a un sous-graphe là d'ordre 3. Et là, on a utilisé uniquement 3 couleurs. Donc, certainement, le nombre chromatique soit égal à 3, soit inférieur à 3. Et donc, encore une fois, je peux conclure que le nombre minimal de couleurs, c'est 3, c'est-à-dire le nombre chromatique est égal à 3. Encore une fois, cet algorithme a donné exactement le nombre chromatique. Maintenant, on va poser la question. Est-ce que toujours il va donner l'algorithme le bon nombre? Est-ce que cet algorithme est bien efficace? Eh ben non. On peut donner un contre-exemple. Vous pouvez imaginer un graphe bipartite. Par exemple, voilà le graphe suivant. Il est bipartite 4-4, complet 4-4. Il contient deux parties. Une partie X, on peut la noter par X, et une partie qu'on peut noter par Y, par exemple. Et chaque partie, ou bien chaque sommet de chaque partie, est relié par n'importe quel autre sommet dans la deuxième partie. Et donc, vous pouvez imaginer que je peux colorier les sommets dans la première partie, par exemple par rouge, et les sommets dans la deuxième partie, par exemple par orangé. Et donc, maximum, je vais utiliser 2. Donc, le nombre chromatique pour ce graphe est égal à 2. Bien que, si je veux appliquer cet algorithme de Welch-Powell, il va donner 4 couleurs. Donc, si vous voulez, vous pouvez euh, tu peux t'amuser à faire ça, encore appliquer l'algorithme à la main, faire le tableau, trier les sommets par ordre de décroissant de degrés et appliquer l'algorithme comme on a fait dans les deux exemples précédents. Vous allez voir que tu vas utiliser exactement 4 couleurs. Donc, l'algorithme de Welch-Powell, il va donner parfois parfois le nombre chromatique du graphe et parfois il va pas donner le nombre exact mais un nombre majorant.
Donc, il faut savoir que jusqu'à maintenant, il n'y a pas un algorithme, on n'a pas pu résoudre ce problème mathématique ou bien ce problème informatique. On n'a pas pu trouver un théorème qui nous permet de savoir le nombre chromatique d'un graphe G quelconque. Donc, on a des cas particuliers. On peut savoir le nombre chromatique si le graphe est complet. On peut savoir le nombre chromatique avec quelques conditions. Si on va de sous-graphe, si on exécute l'algorithme à la main, ainsi de suite. Mais dans le cas général, on n'a pas encore un résultat mathématique qui permet de déterminer pour n'importe quel graphe le nombre minimal de couleurs. Même chose, donc il n'y a pas un algorithme qui nous permet de donner le nombre chromatique d'un graphe. Il y a ici certains algorithmes mais qui donnent un majorant. Donc un majorant, parfois c'est exactement le nombre chromatique, parfois c'est supérieur au nombre chromatique. Donc, la conclusion qu'on peut faire à la fin de cette séance, c'est que l'algorithme de Edge-Powell n'est pas optimal. Donc, le problème encore est posé. On vous attend si vous voulez. Si vous êtes passionné, vous pouvez chercher solution à ce problème, chercher un algorithme qui donne la valeur optimale du nombre de couleurs d'un graphe. Donc, à la fin, je vais résumer. On a vu 4 algorithmes liés à la théorie des graphes. L'algorithme des primes et l'algorithme de Kruskal, ce sont 2 algorithmes qui servent à trouver un arbre couvrant ayant un poids minimal. Donc, ces 2 algorithmes servent à trouver, pour un graphe G donné connexe, un arbre couvrant de poids minimal. On a vu encore l'algorithme de Dijkstra qui donne le chemin le plus court entre 2 sommets. Donc, juste dans l'entrée, tu dois donner un sommet quelconque, un sommet de départ, et l'algorithme va calculer ou bien va te donner tous les chemins les plus courts possibles entre ce sommet donné et n'importe quel autre sommet du graphe G. Bien sûr, encore une condition pour appliquer l'algorithme de Dijkstra, il faut que le graphe soit connexe. Et finalement, on a vu l'algorithme de Wedge-Powell qui sert à quoi? De calculer le nombre chromatique, mais malheureusement, il ne donne pas le nombre chromatique, mais il donne un majorant. C'est une méthode pour trouver une coloration d'un graphe G encore supposé connexe. À la fin, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.